Énigme 560. Un titre, un visuel, un texte. Le titre, un titre en latin de nouveau, ce qui va nous inciter à retourner voir les éléments de la 500. Le visuel, visuel maritime. Un trait de crayon sépare les eaux, un coquillage spiralé apparaît, le trait du crayon est orienté au nord-est. Le texte. Texte divisé en 3 paragraphes. Premier et second paragraphe de 4 lignes, dernier paragraphe de 2 lignes. Il se présente comme un mode d'emploi de ce que nous devons faire dans cette énigme pour la résoudre. On trouve dans le texte des mots connus, comme Albion, qui signifie l'Angleterre, mais d'autres inconnus, comme Carusburg, qui reste à comprendre. On retrouve l'ouverture, la lumière céleste, on retrouve Neptune, on y parle de nef encalminée, de septentrion glacé et de déviation d'un pouce. Le titre est en latin et l'énigme précédente nous donnait Besançon comme élément de solution. Besançon, la ville de naissance de Victor Hugo. Ad Augusta per Angusta est la devise des conjurés dans la célèbre pièce de Victor Hugo, Hernani. Elle signifie à de grands résultats par des voies étroites, à d'augustes choses par de petits passages. Le visuel. De l'eau, beaucoup d'eau, de l'eau séparée en deux. Un coquillage spiralé, sans doute de nouveau un renvoi aux éléments de la 500 et à la spirale. Le trait du crayon, le crayon est l'instrument permettant d'écrire et de dessiner. Il y a donc de fortes chances que cet élément soit fondamental dans cette énigme. Le texte est long. Le texte est précis, il donne des injonctions. Chaque ligne de texte semble vouloir nous indiquer une action à appliquer, quelque chose à trouver. Vu la longueur du texte, cela signifie qu'il va y avoir pas mal de travail. Puisque c'est le texte qui va apparemment nous indiquer les actions à entreprendre pour résoudre l'énigme, attaquons-nous à chaque ligne de texte. Quant à Carusburg, tu auras Albion dans le dos. Quand c'est une référence au temps de recherche dans le passé. Albion, désignation littéraire de l'Angleterre, peut renvoyer à la littérature. Albion dans le dos signifie que l'action de l'énigme se passe du nord vers le sud. Tu auras Albion dans le dos. Aura, l'emploi du futur, indique qu'il faut comprendre, trouver ce qu'est Carusburg avant de regarder vers le sud. La structure de la phrase indique que le chercheur arrive à Carusburg lors d'un périple. Il se promène et quand il arrive à Carusburg. Or, nous avons vu dans l'énigme 580 que le chercheur va de Bourges à Cherbourg. Puis, en 600, nous retrouvons de nouveau Cherbourg. Enfin, en 420, nous trouvons de nouveau Cherbourg. Il fallait donc rechercher l'origine, l'étymologie des noms de cette ville, et cette recherche montre qu'effectivement Carusburg, ou souvent Carusburg, est le nom de Cherbourg au Moyen-Âge, à l'époque de Guillaume le Conquérant, qui justement conquit Albion. Cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. L'ouverture est connue depuis la 530, c'est Bourges. Cette ouverture, en 470, nous révélait les occurrences de la lumière, l'aube avec Troyes et le chemin de lumière de Vézelay. Mais là, on nous demande de chercher l'ouverture qui révèle la lumière céleste. En 420, la lumière céleste est la lumière qui apparaît sur la feuille tenue en main par Gutenberg. Et la lumière fut donc l'axe Strasbourg-Bourges. Le texte nous dit « cherche l'ouverture ». L'ouverture, nous savons donc où elle est, ce qu'elle est. Si nous devons la chercher, c'est que nous devons déterminer où est-elle, dans quelle direction, à quelle distance. Ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste. Ne t'attarde pas signifie « va vite, hâte-toi de trouver », renvoi évident à la 420. En 420, la solution provenait de mesures et d'arcs de cercle. Puisque l'énigme impose Cherbourg d'une part, l'ouverture Bourges d'autre part, il faut tracer le cercle ayant pour centre Cherbourg et passant par Bourges. Ce rayon mesure 40,65 cm
sur la carte 989. Ne demande pas ton reste. Le reste doit être connu. Si c'est le cas, il provient logiquement du décryptage de l'énigme précédente, la 420. L'énigme 560 étant orientée sud, on adopte le résultat de la 420 utilisé pour aller vers le sud, le midi. Enlever 65. Le 650, 6,50 m, 65 km, 6 mm 5, etc. En notant ce 65, ce reste à la mesure trouvée précédemment, il reste donc 40 cm tout rond. Au départ de Cherbourg, on trace un cercle de 40 cm de rayon, ce qui nous amène à l'île d'Aix, suite logique de la 420, puisqu'après les 100 jours, Napoléon quitte définitivement la France au départ de cette même île d'Aix. Le trait reliant Cherbourg à l'île d'Aix passe par La Rochelle. Mais apprête-toi à marcher sur les eaux. Quand on regarde la carte du coin, il est évident qu'il va falloir traverser des étendues maritimes. Mais pour marcher sur les eaux, marcher à pied sec sur les eaux, il faut quelque chose. Un pont, un bac, bref, quelque chose qui nous maintienne au-dessus de l'eau. Car à ce moment de l'énigme, Neptune ne nous aide pas encore. C'est le prochain paragraphe. Il fallait donc rechercher ce qui, dans cette région-là, notamment à La Rochelle, pouvait évoquer le fait de marcher sur les eaux. Bien sûr, le pont de l'île de Ré, célèbre et qui fut un des plus beaux ponts construits à son époque, qui permet de rejoindre l'île de Ré à partir de La Rochelle. Mais le trait qui nous permet de rejoindre l'île d'Aix ne passe pas sur le pont de La Rochelle. Il doit donc y avoir autre chose. La Rochelle est célèbre à plus d'un titre, mais notamment pour sa résistance au roi de France sous Richelieu. La Rochelle est une ville protestante et en 1621, elle proclame son indépendance et la création de la nouvelle République de La Rochelle, soutenue en cela par les Anglais et les Hollandais. Louis XIII et Richelieu ne peuvent évidemment pas admettre la création de ce bastion vendu aux ennemis de la France, les Anglais, et ils décident d'en faire le siège. 20 000 hommes bloquent La Rochelle, le ravitaillement de la ville ne peut plus se faire que par mer, donc par les Anglais. Richelieu décide donc d'empêcher toute possibilité d'approvisionnement de la ville de La Rochelle par la mer. Pour cela, il imagine une digue qui va être construite dans la baie de La Rochelle. Un travail absolument titanesque, mais qui va permettre de couper l'océan en deux, tel le trait du crayon sur le visuel, et provoquer la capitulation de la ville de La Rochelle. Le visuel explique bien que c'est Richelieu qui trace ce trait et qui coupe la mer en deux en utilisant un crayon, puisque le crayon, c'est l'outil qui permet d'écrire, et que Richelieu, outre ses qualités militaires et politiques, est surtout, en France, le créateur de l'Académie française. Par deux fois, Neptune viendra à ton secours. Cette aide de Neptune est forcément indispensable pour nous permettre de résoudre l'énigme. Outre les deux aides au premier degré, franchir sur son dos des étendues maritimes, donc deux fois certainement durant le trajet de résolution de l'énigme, il faut faire appel à Neptune pour comprendre le tracé que nous devons accomplir. Neptune va nous aider puisque, en l'énigme 470, nous avons rencontré la métamorphose de Neptune, la sculpture d'Emmanuel Frémier. Emmanuel Frémier, comme nous l'avions vu, est le sculpteur qui a réalisé l'archange Saint-Michel au sommet du mont Saint-Michel. L'aide de Neptune, c'est donc de nous indiquer que nous devons passer très précisément sur le mont Saint-Michel en arrivant de Cherbourg. Le trait nous fait passer très précisément dans un endroit étroit, au passage entre l'île de Ré et La Rochelle, sous le pont de l'île de Ré. Le terme Père Angusta, par des voies étroites, s'applique pleinement à ce tracé, qui va se continuer jusqu'à rejoindre la terre au sud de l'île d'Oléron, au château d'Oléron, rejoignant ainsi le final du trait Lumière céleste Strasbourg par l'ouverture Bourges. La recherche documentaire sur le château d'Oléron fait apparaître que, outre sa citadelle Vauban, il a une particularité assez rare à cet endroit-là, un dolmen, le dolmen d'Ors, et te mènera loin du septentrion glacé. Le septentrion, c'est le nord. Glacé, c'est le nord du nord. Te mènera loin, donc vers le sud, donc vers un pays chaud. Nous allons vers le sud, il est possible que ce soit suffisant, mais le septentrion est majusculé. Par conséquent, il nous faudra certainement trouver quelque chose, quelque part, en rapport avec ce septentrion.
Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours, avant de voir par l'ouverture la nef encalminée. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours, cela peut signifier que nous pourrions avoir envie d'interrompre ce parcours. Nous pourrions penser avoir terminé ce que nous avons à faire dans cette énigme, et que ça ne soit pas le cas. Avant de voir par l'ouverture la nef encalminée. L'ouverture, nous la connaissons depuis la 530. La nef encalminée, nous ne la connaissons pas. Ou peut-être la connaissons, nous ne savons pas. Sans dévier d'un pouce, tire un trait et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Sans dévier d'un pouce, tire un trait. C'est-à-dire que les lignes doivent être extrêmement précises. Cela peut vouloir dire également que nous nous rendons compte à un moment donné que nous avons pu dévier d'un pouce pour tirer un trait et qu'il faudra rectifier. Tu ne regretteras pas ce que tu as fait, c'est le futur. Cela peut signifier que nous trouvons quelque chose d'important pour cette énigme-là, mais essentiellement pour les énigmes futures. À l'issue du premier quatrain, nous avons donc le trait Strasbourg-Bourges qui arrive au château d'Oléron, l'île d'Aix, le château d'Oléron également au moment de rejoindre la terre sur la ligne Cherbourg-Mont-Saint-Michel-Père-Angousta et Richelieu. En venant à notre secours, Neptune nous a donné La Rochelle, donc Richelieu. Richelieu, c'est le trait de crayon qui sépare la mer en deux et fait apparaître le sable. Sur le sable se trouve le coquillage spiralé qui évoque la spirale de la 500. Richelieu, c'est un personnage célèbre, mais c'est également une ville française. La ville créée par Richelieu sur les terres que lui a données le roi Louis XIII. De cette ville de Richelieu, par la spirale puis de dôme, le trait nous amène loin du septentrion glacé, vers le midi, sur la côte d'Azur, à Antibes, sur le cap d'Antibes précisément. Antibes est une ville intéressante dans le cadre du jeu, encore une fois, puisque c'est une splendide erreur sur la carte Michelin. En effet, cette carte 989 fait apparaître une ville pour le cap d'Antibes, une ville pour Juan-les-Pins et une ville pour Antibes. Or, tout ça, ce n'est qu'une seule ville avec différents quartiers. Juan-les-Pins et le cap d'Antibes ne sont que des quartiers de la ville d'Antibes. Mais bon, nous savons que Max Valentin adore les erreurs. Et pourquoi le septentrion glacé serait-il à Antibes? Eh bien tout simplement parce que Antibes, antipolis des Grecs, puis ville romaine, est une ville connue par une stèle funéraire qui fut découverte au XVIe siècle et qui porte l'inscription « À l'enfant septentrion qui dansa et plut ». Il faut maintenant, sur le parcours que nous venons d'accomplir entre La Rochelle et le château d'Oléron, voir par l'ouverture une nef encalminée. Au départ de l'île d'Aix, le trait par l'ouverture nous amène à Fontenay. Fontenay, célèbre abbaye qui possède une charpente de toiture en forme de navire magnifique. Mais ce n'est pas ce qui peut la faire qualifier de nef encalminée. En effectuant la descente vers le château d'Oléron le long de ce parcours que nous ne devons pas interrompre, il est difficile de déterminer à quel moment nous devrions pouvoir trouver cette fameuse nef par l'ouverture. Il doit donc exister un moyen de trouver cette nef encalminée de façon à pouvoir tirer un trait. Dans l'énigme précédente 420, un trait, c'était une flèche. Or, nous avons rencontré une seule fois une énigme portant dans son titre la flèche. Énigme 470, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Cette flèche, c'était la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay qui nous indiquait le chemin de Compostelle passant par Bourges. Si aujourd'hui, nous décochons cette flèche et que nous traçons le trait Vézelay-Bourges, nous arrivons entre l'île d'Aix et le château d'Oléron. Alors, la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, nef encalminée? Encalminée, en français, signifie immobile, et non pas immobile faute de vent. Ce qui signifie qu'un bateau ancré
est un bateau encalminé. La basilique Sainte-Madeleine a souvent été comparée, sur sa colline, émergeant du brouillard au soleil levant, à un bateau. Voilà le superbe, l'immense vaisseau dressé face à l'est magnétique, fier et de si haut, disait Jules Roy, ou encore Paul Claudel. Vézelay, une barque qui a jeté l'ancre sur l'horizon. Nous avons donc tiré une flèche, tiré un trait. Nous ne regretterons pas ce qui a été fait. Futur. Ce trait resservira certainement dans les énigmes suivantes. Mais l'énigme nous disait de ne pas interrompre notre parcours. Si nous suivons le trait Vézelay-Bourges, nous arrivons à Épinal. Épinal et ses fameuses images, au même titre que le crayon qui fend les flots pour évoquer Richelieu est une sorte d'image d'Épinal. Il fallait ne pas dévier d'un pouce dans cette énigme. Effectivement, le pouce, c'est 2,5 cm. 2,5 cm sur la 989, c'est 25 km. Difficile d'appeler ça une petite erreur. Par contre, si on considère 2,5 mm, cela correspond à l'espace que nous avons entre l'île de Ré et La Rochelle, l'espace par lequel nous avons pu passer notre trait, Père Angousta. Reprenons le coffre à éléments. L'énigme précédente nous donnait Besançon et Victor Hugo. Victor Hugo fut exilé une bonne partie de sa vie dans les îles anglo-normandes. Le visuel. Le trait de crayon du visuel, reporté sur la carte 989, nous confirme que nous devons étudier de près les îles anglo-normandes, puisque le crayon se positionne entre les îles avec une bonne part sur Jersey. Le crayon, l'instrument à écrire, la représentation de l'écrivain, se trouve sur les îles anglo-normandes. L'écrivain des îles anglo-normandes, dans la littérature française, c'est Victor Hugo, à Saint-Hélier, sur l'île de Jersey tout d'abord, puis à Hauteville House, à Saint-Péterport sur Guernsey. Il faut tirer un trait et ne pas le regretter. Nous avons tiré déjà plusieurs traits, mais la dernière phrase, isolée, montre que nous devons suivre le trait du crayon. Pour tirer le trait, il nous a fallu le crayon. Nous allons donc tirer le trait des îles anglo-normandes vers le sud, puisque c'est ce que nous demande l'énigme. En reliant les deux lieux d'exil de Victor Hugo, Saint-Péterport par Saint-Hélier, nous arrivons, loin du septentrion glacé de nouveau, à l'île du Levant. Le texte nous dit clairement qu'il ne faut pas interrompre son parcours. Il ne faut pas hésiter à aller loin. Mais revenons un peu sur le visuel. Plusieurs choses n'ont pas été véritablement utilisées. D'une part, ce trait tracé par le crayon, orienté sud-ouest nord-est, ce coquillage spiralé, la pointe du crayon, bien taillée, bien luisante, bien régulière. La dernière étape du périple était Épinal. Nous avons un trait orienté du sud-ouest au nord-est. Épinal est une ville du nord-est de la France. Nous pouvons donc logiquement estimer que nous pouvons tracer un trait passant par Épinal, orienté vers le sud-ouest. Le coquillage spiralé nous indique que tant qu'à faire, peut être utile de passer par la spirale. Et d'ailleurs, le triangle de cette spirale, le triangle indiquant le mont Gerbier de Jonce sur la 989, ne ressemble-t-il pas à la pointe du crayon? Nous arrivons à la grotte de Clamouze. Et si, au départ d'Épinal, vous tracez un trait par la spirale du Puy de Dôme, vous arrivez pile sur un magnifique triangle qui ressemble à la pointe du crayon, le gouffre de Padirac. Finalement, ce n'est pas tellement étonnant. Grotte de Clamouze, gouffre de Padirac, dans une énigme qui portait pour titre Ad Augusta per Angusta, la devise de Norbert Casteret, le père de la spéléologie française. Titre, visuel, texte. Un certain nombre de choses parmi ces trois éléments n'ont pas été exploitées durant le premier chemin. Le titre, Casteret et les grottes, d'accord, mais quid de Victor Hugo et d'Hernani, la pièce de théâtre? Le visuel, le trait que trace le crayon a un angle bien précis avec le bord de la page. Azimut 231, vers le sud. Le texte, mode d'emploi, c'est lui qui va nous guider à travers l'utilisation de ces éléments.
Le titre Ad Augusta per Angusta nous donne d'une part Norbert Casteret, la spéléologie, les grottes, mais il nous donne également la devise des conjurés d'Hernani, pièce de Victor Hugo. Hernani est également une ville espagnole. Le texte. Quant à Carusburg, tu auras Albion dans le dos. Carusburg, dénomination de la ville de Cherbourg au Moyen-Âge, à l'époque de Guillaume le Conquérant. Cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. La lumière céleste nous renvoie en 420. L'ouverture, nous la connaissons depuis la 530. En 530, l'énigme intitulée Ouverture nous donnait la lumière du soleil, Louis XIV. En 420, le soleil est révélé par la lumière céleste de Vézelay à Rochefort, la porte du soleil. Ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste. La référence à Hâte-toi ainsi que l'idée du reste renvoie évidemment dans l'énigme précédente, la 420. Apprête-toi à marcher sur les eaux, pluriel, les eaux. Il y aura certainement plusieurs étendues maritimes à franchir. On peut considérer qu'il y en aura deux. D'ailleurs, par 2 fois Neptune viendra à ton secours, peut signifier que 2 fois Neptune nous prendra sur son dos pour traverser la mer, et que cette action nous amènera très au sud de la carte 989. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours. Ne pas hésiter à suivre les traits que l'énigme nous a demandé de tracer et de vérifier, même loin sur le parcours, même après avoir, semble-t-il, trouvé ce que nous cherchions, si quelque chose d'autre n'apparaît pas. Enfin, trouver, toujours par l'ouverture, une nef encalminée. Sans dévier d'un pouce, tire un trait. Attention, il est possible que nous ayons la tentation de dévier d'un pouce, ou que nous ayons dévié d'un pouce. Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Futur, le trait est certainement important pour les énigmes futures. Dans l'énigme précédente 420, la lumière céleste par l'ouverture nous donnait Rochefort. En 530, l'ouverture nous donnait la lumière du soleil avec Saint-Jean-de-Luz. Il nous faut donc tracer Saint-Jean-de-Luz, lumière, Rochefort, lumière céleste. Le trait nous ramène à Hastings, trouvé dans l'énigme précédente. Hastings, la grande bataille qui vit la victoire de Guillaume le Conquérant, qui fit de l'Angleterre un royaume normand. De Cherbourg, le premier quatrain nous a menés à Hastings. En ayant Albion dans le dos, en nous aidant de Neptune, nous devons nous rendre loin du septentrion glacé. Depuis la première énigme du jeu, l'endroit le plus éloigné du septentrion glacé que nous ayons rencontré se situe dans l'énigme précédente, en 420. Il s'agit d'Ajaccio. Il faut donc tirer un trait jusqu'à Ajaccio. Pour cette partie de la résolution de l'énigme, les scans de map à notes, la 721 en couleur et la 989 en noir et blanc, ne servent plus à rien. En effet, sur la 721, la Corse ne figure pas, et sur la 989 en noir et blanc, la Corse n'est pas tout à fait à sa place. L'utilisation de la 989 est donc indispensable. Pour la simplicité de la résolution par la suite, j'ai reconstitué sur le scan de la 721 le trait tel qu'il est donné par la 989. Nous avons donc la route à suivre, le parcours que nous ne devons pas interrompre, avant de voir, par l'ouverture, la nef encalminée. L'ouverture, c'est Bourges. Par contre, la nef encalminée, comment la reconnaître? Il est acquis que nous devons la connaître afin de la reconnaître et d'effectuer la bonne visée. De nef encalminée, donc de bateaux immobiles, nous en avons déjà rencontré dans le jeu, notamment un en 600, le fameux navire noir perché. L'impératrice Eugénie est une nef encalminée parfaite. De la nef encalminée en passant par l'ouverture Bourges, on trace le trait et le croisement avec le trait Hastings-Ajaccio ne donne rien. Un peu au-dessus de l'autoroute, dans une zone
vierge. La poursuite du trait vers le nord ne donne strictement rien non plus. Il y a donc une erreur quelque part. C'est le texte de l'énigme qui suggère d'où vient l'erreur. Ne pas dévier d'un pouce. Le trait nef encalminé ouverture ne peut avoir d'erreur. C'est donc sur le trait Hastings-Ajaccio que doit se situer le problème. Chez les Anglais, un pouce c'est 2,5 cm, soit 25 km sur la carte 989. Une erreur bien trop importante, ce n'est pas ce que l'on appelle une petite déviation. Par contre, en millimètres, c'est 2,5 km. Le trait part d'Hastings, la bataille qui vit la victoire de Guillaume le Conquérant. On l'appelle la bataille d'Hastings, puisque c'est sur le site de la ville d'Hastings actuelle que Guillaume bâtit son premier petit fortin qui lui permit de reposer ses troupes avant d'affronter son adversaire. Mais la bataille en elle-même eut lieu à quelques kilomètres de là, à 2,5 km, sur le site qui abrite aujourd'hui la petite ville de Battle, la bataille. Il faut donc tracer une stricte parallèle au trait précédent passant par Hastings en le faisant partir de Battle. En suivant ce nouveau trait, on trouve le point précis d'où l'on peut voir par l'ouverture Bourges la nef encalminée de Saint-Jean-de-Luz. Haillan, petit village sur la 989, n'est remarquable en rien qui puisse être en relation avec la chasse, tant en ce qui concerne la culture, la littérature ou le patrimoine. Encore que, puisqu'il présente une dualité en parfait accord avec le jeu, l'église et l'école de ce petit village ont été construites par Viollet-le-Duc. Le trait de Saint-Jean-de-Luz à Haillan mesure 62,5 cm. Victor Hugo et Hernani. Reprenons le texte. Quant à Carusburg, tu auras Albion dans le dos, donc dos à l'Angleterre, il faut faire du sud. Par 2 fois, Neptune viendra à ton secours. Neptune nous a déjà aidés, mais sans doute peut-il le faire encore une dernière fois. Dans l'énigme précédente, nous avions la place Stanislas de Nancy avec sa fontaine de Neptune. Dans le jeu, nous avons déjà rencontré une fontaine importante. La fontaine des 4 parties du monde, dans le jardin de l'Observatoire de Paris, dans l'axe du méridien de Paris. Si nous considérons que la fontaine nous donne l'idée de l'application du méridien, c'est à partir de Cherbourg que nous devons tirer ce méridien parfaitement nord-sud. Le trait passe par Saint-Martin-de-Ré et ensuite nous amène aux grottes d'Isturitz. C'est dans ces grottes qu'a été découvert le plus vieux stylet à écrire connu, du moins c'était le cas en 1993. Le premier instrument à écrire dans une énigme fait apparaître le crayon, l'Académie française, la littérature avec Victor Hugo, cela semble parfaitement cohérent. Mais nous avons également Hernani, nous avons vu que c'était une ville d'Espagne. Donc, l'écrivain Victor Hugo, représenté par le crayon sur le visuel et par le stylet à écrire dans les grottes d'Isturitz. En reliant la pièce de théâtre avec les instruments à écrire, donc Hernani avec les grottes d'Isturitz, cela nous amène logiquement, vu que nous sommes dans une énigme avec pour titre la devise de Norbert Casteret, à une autre grotte, la grotte de Clamouze. Il nous faut tenter de décrypter le livre codé savamment. Max a tout organisé, la chasse et ses dangers, le grand frisson de la course au trésor, chercheurs marchant vers la lumière.